Bonjour les amis, alors je suis en compagnie ce matin de Fabien Moine, spécialiste du jeûne. Il fait ça depuis plus de 10 ans avec succès. Il se bagarre pour nous aider les amis. Alors à toi Fabien. Merci Guy pour cette deuxième vidéo ensemble autour du jeûne. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc oui, comme tu l'as dit, ça fait plus de 10 ans que j'étudie le jeûne, une douzaine d'années. Le jeûne hygiéniste, dès le départ, à travers les livres de Désiré Mérien, d'Albert Mosseri, d'Herbert Shelton, André Pasbeck aussi. Rapidement, je me suis rapproché de Désiré Alors Mérien. attends, on va juste dire qui sont ces gens. C'est Oui. les grands naturopathes des années entre 50 et 80. C'est C'est ça. bien ça. Disons qu'Herbert, c'est le mouvement du jeûne hygiéniste est apparu par Herbert Shelton. L'hygiénisme, c'est une approche, une philosophie de la santé naturelle qui date d'il y a à peu près 130 ans, qui est née de médecins nord-américains, John Tilden notamment, qui ont dû faire le choix à partir du moment où il y avait l'apparition de la médecine chimique synthétique, de dire soit on délègue le corps à un élément extérieur avec la possibilité qu'il y ait des effets secondaires et une incompréhension des systèmes, des mécaniques cellulaires, soit on va vers quelque chose qui est une compréhension plus juste du corps avec des principes d'auto-guérison. Pour faire très simple, où il n'y aurait qu'une forme de pathologie, la toxémie, donc c'est-à-dire la surcharge de toxines dans l'organisme qui n'arrive pas à être évacuée par les organes émonctoires. Ça, c'est les fondements de l'hygiénisme tels qu'ils ont été présentés par des médecins nord-américains il y a à peu près 140 ans. Ça a Et été ceci, développé. au jour d'aujourd'hui, donc 140 ans après, on se bat pour le faire admettre. C'est ça. On est toujours là-dedans alors qu'on a, on a une plus grande connaissance, mais peut-être que des fois, la connaissance nous fait nous éloigner du bon sens. Le bon sens, c'est l'observation extérieure d'un ensemble de phénomènes, et des fois, la connaissance nous amène à regarder trop proche du microscope et puis pas avoir les liaisons qu'il peut y avoir entre différents compartiments du corps ou compartiments de la connaissance. C'est-à-dire En tout cas, c'est pas ton cas. C'est non, pas moi ton j'essaie cas. d'avoir une J'ai vision regardé ton holistique et globale. film, j'ai lu tes livres. Tu es loin d'être borné, d'être sectaire. Tu ouvres les portes à tous et c'est pour ça que tu es là avec moi Je te aujourd'hui. remercie. Je pense que nos conceptions sur la santé se rejoignent. Et toi, tu apportes une construction et un regard critique à la fois. Tu te rapproches de la médecine par des médecins de bonne volonté et qui mettent leur ego de côté, qui se mettent au service de la connaissance et du patient. Et puis, tu rejettes aussi une partie qui reste trop dogmatique et rigoriste et qui n'est pas constructive. Moi, j'essaye de faire la même chose. C'est pour ça que l'approche de Désiré Mérien m'a plu, parce que lui, il est pro-médecine et en même temps, il est un hygiéniste intégral qui se soigne de manière naturelle depuis des années et qui a guéri de pathologies lourdes grâce à des jeûnes longs, même très longs, parce que c'était 52 jours en 1958. Donc, on parle de ça, c'est très, 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 très vieux. Donc, 68 plutôt, pardon. Et voilà, donc c'était assez avancé. Donc, voilà, Désiré Mérien, je me suis rapproché de lui il y a 10 ans. On a échangé par mail, puis par téléphone. Ensuite, j'ai commencé à me former. Et puis, on est devenu, il y a une relation maître-élève, ensuite mentor-élève. Et ensuite, on est devenu amis il y a Copain, plusieurs années. Comment? copain, j'allais dire. Ouais, on est amis proches maintenant, très proches. Et voilà, je lui ai fait la promesse il y a quelques années, il y a 5 ans, de lui dire quand tu ne seras plus vivant, jusqu'à ce que moi je décède, je m'engage à continuer de diffuser son savoir parce que c'est un savoir qui est incroyablement précieux. Il a accompagné 30 000 jeûneurs au cours de sa vie, il a fait 55 ans de recherche. Moi, je l'ai vu écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il écrit encore. Et donc, il a 86 ans aujourd'hui. Donc, il écrit le matin, il écrit l'après-midi, il écrit le soir, il écrit tout le temps, il cherche tout le temps. Lui, comme il me dit, sa religion, c'est l'évolutionnisme. Il croit vraiment au potentiel adaptatif évolutif du corps. Il ne rejette pas la médecine, puisqu'il a Bien sûr aussi que été non. sauvé par la médecine d'un jeune où il avait été mal accompagné. Donc, sans la médecine, il mourrait. Et puis, il trouve cet équilibre entre les deux. Moi, ce que j'appelle de manière opportuniste, c'est-à-dire il y a du bon partout. Et Il moi, y a des c'est ce que médecins j'appelle la médecine intégrative. C'est Et, exactement ça. et La médecine Patrick aussi. intégrative et intelligente qui se met au service.
C'est-à-dire que vous avez des farfelus dans la médecine qui sont des ayatollahs, et vous avez des farfelus dans la médecine douce, parallèle ou alternative et dans l'encadrement de jeunes qui sont aussi des ayatollahs. Donc le but, c'est d'écrémer un petit peu tout ce qui est extrême, et ben on garde ce qui est médian, là on se rejoint. C'est pour ça que j'avais fait un film qui s'appelle À la croisée des chemins, un film sur le jeûne, où j'ai interviewé des Fantastique médecins, film. des professeurs de médecine, des chirurgiens, des doyens de faculté de médecine, des accompagnateurs de jeunes hygiénistes, en disant, en fait, on se retrouve tous autour d'un même centre d'intérêt. On peut avoir des opinions diverses, mais on trouve, plutôt que de voir les points de convergence, de divergence, pardon, regardons les points de convergence. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est ce qu'on fait là, les deux. C'est ce qu'on fait avec le projet de ton futur livre, c'est de dire qu'est-ce qui nous rassemble. C'est une vision de la santé. C'est une vision du jeune qui n'est pas dans le séparatisme, mais dans la réunion, et qui se met au service, comme tu le disais, des 200 000 personnes qui meurent du cancer tous les ans. Parce qu'on ne va pas promettre du rêve, on ne va pas dire tout le monde va guérir grâce au jeûne. En tout cas, pour certaines personnes, comme on dit, les stades 4 où toi, tu étais condamné, quasi à 100%, eh bien, tu es là. Combien d'autres Guy il peut y avoir théoriquement Évidemment. à Et partir c'est de pour ça l'approche que j'ai fait cette multifactorielle que chaîne. tu as eue? Comment? Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Mais Bien est-ce que sûr, tu parce que m'autorises à n'être pas d'accord avec toi sur quelque chose? bien sûr, tu es autorisé à tout, surtout qu'on est chez toi. Donc, j'ai envie de dire, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Alors, quand tu me dis jusqu'à ta mort, tu vas diffuser le message. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout parce Dis-moi. que tu seras à la retraite bien avant parce qu'on arrivera, on aura gagné, on aura Ah, diffusé notre message bien avant. Quand l'INCA dit dans 20 ans, il espère une réduction du cancer de 30%, mais pour moi, c'est un constat dramatique d'échec. Ce que nous, on essaye de faire, c'est de guérir le cancer dans l'année qui vient, ouais. pas simplement le réduire dans 20 ans. Alors là, pareil pour le jeune, pareil, faire admettre la nouvelle conception de cette médecine intégrative qui fait que les deux médecines peuvent travailler et doivent travailler ensemble pour sauver les 9,6 millions de personnes qui meurent du cancer tous les ans à travers le monde. On est d'accord, c'est une obligation. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Et donc, c'est un chemin qui est pas évident parce on se confronte beaucoup à. En fait, souvent un problème d'orgueil, mais des deux côtés, hein, tout ce que je dis là, c'est pas uniquement d'un bord ou de l'autre. Moi, je connais les deux milieux depuis longtemps parce que ça fait plus de 10 ans que je suis. Voilà, que j'évolue entre ces deux milieux, que moi je suis pro-médecine, notamment pro-médecine urgentiste, que je suis pour la formation complète des médecins. J'ai beaucoup d'amis médecins, je collabore avec beaucoup de médecins. C'est vraiment quelque chose qui est très joyeux pour moi. Ce qui manque, c'est l'information et avec de la pédagogie, et aussi de mettre de côté un petit peu son ego en disant il y a que nous qui savons, mais des deux côtés comme de l'autre, parce que comme je dis, hein, j'ai des accompagnateurs de jeunes qui sont horribles. Il y a je vais citer une anecdote. Donc on pourrait dire ouais, c'est pas correct, il est mort, mais je sais que ses proches qui sont en vie sont ok avec ça, donc j'ai pas de problème, je pourrais même développer. Un jour, Désiré Mérien me tend un papier, on était en train de discuter, et il me dit sur ce papier est écrit il vaut mieux un hygiéniste mort qu'un hygiéniste qui va chez le médecin. Et je lui dis mais pourquoi tu m'écris ça? Il me dit ça, c'est ce que Albert Mosseri m'a dit un jour il y a 30-40 ans. Et c'était pour me dire quelque part, regarde d'où on vient, regarde d'où ça part. En gros, plutôt que tu ailles chez le médecin, meurs parce que tu es indigne, tu n'es pas un vrai hygiéniste. Et il m'a dit autre chose, il m'a dit tout un tas de choses d'exemples qui m'ont montré qu'en fait, on ne pouvait pas construire si nous-mêmes on ne faisait pas un nettoyage à l'intérieur de nos propres croyances qui sont très limitantes. Et là, dans ce que tu fais, c'est que tu les casses tes croyances. Et si toi, il y a quelques années, tu n'avais pas cassé des croyances, tu serais mort. Évidemment. Donc, ça nous demande un travail déjà en profondeur. Bien sûr que ça paraît plus exaltant d'aller vers des approches alternatives que l'image qu'on pourrait avoir de la médecine allopathique, qui est dure, qui est technocratique,
qui est académique, qui est trop académique, mais en fait, il y a des bonnes personnes et des bonnes pratiques partout, il faut le voir. Et il y a des mauvaises personnes et des mauvaises pratiques partout. Il faut partir avec le moins d'œillères D'a possible. priori. Voilà. Et donc, l'enjeu de la vidéo, là, nous, c'est de présenter les limites un petit peu du jeûne et les dangers qu'il peut y avoir dans le jeûne, parce qu'il y en a. Et donc, moi, on peut pas. Souvent, on me dit, ah, mais tu mets les gens dans la peur pour accompagner des jeunes. Mais moi, je m'en fous, en fait. Dès mon premier stage de jeûne, j'étais complet, je refusais du monde. Je refuse 3 fois plus de monde qu'il y a d'inscrits. Donc, je m'en moque. Par contre, j'ai le recul de la formation que j'ai avec Désiré, qui a accompagné 30 000 jeûneurs. Donc, c'est la personne vivante dans le monde qui a accompagné le plus de jeunes. C'est quand même pas rien. Et puis, moi-même, j'ai accompagné des centaines de jeûneurs et j'ai vu et je vois s'aggraver la situation sanitaire des jeûneurs, tout simplement parce qu'on est dans un monde qui agresse le corps et les organismes sont de moins en moins préparés à pouvoir jeûner à l'eau. Et donc, nous, on en parle quand on échange en dehors des vidéos. C'est le constat que toi, tu as pu faire en échangeant avec des médecins ce qu'ils constataient, et c'est le constat que toi, tu as pu faire dans ta pratique du jeûne, où à un moment donné, on t'a dit, si tu n'arrêtes pas de jeûner, tu vas mourir. Et donc, alors qu'on ne peut pas te taxer d'être anti-jeûne, de la même façon que moi aussi, mais en fait, dès l'instant qu'on a une pratique qui agit sur la physiologie du corps, forcément, on va avoir un mouvement. Si on admet qu'il y a un mouvement positif, ce qu'on prend tous les Écoute, deux, il alors faut admettre qu'il peut y je avoir un te mouvement propose, négatif. voilà, je te propose d'en terminer avec le général en disant simplement, oui, on a besoin des médecins. Si tu te casses une jambe, eh ben, tu es bien content que le médecin te mette un plâtre. Et si tu es malade, tu es bien content de savoir quels nutriments, quelles plantes tu dois prendre à la place de trucs qui vont peut-être te faire des effets secondaires graves. Donc, C'est ça. voilà. Alors maintenant, sur ce départ, on arrête si tu veux bien et on parle du jeûne. Eh ben On justement, parle. moi, je voulais te lancer sur partir de ton anecdote où à un moment donné, tu avais fait un jeûne et il y a un médecin qui t'a dit arrête. Alors, est-ce que tu pourrais détailler là-dessus? D'accord. Alors, j'avais commencé et j'étais tout content parce que j'avais regardé les grands professeurs américains, en particulier un type qui s'appelle Thomas Seyfried, qui est pour moi le plus grand biologiste américain. Je vais faire grincer des voix, mais pour moi, c'est un ponte, un vrai ponte. Il est biologiste à Boston College. Et pendant vraiment des mois, j'ai essayé de le joindre. Et chaque fois, j'avais la même réponse. Mais je ne suis pas médecin, je suis biologiste. Qu'est-ce que vous voulez me rencontrer? Pourquoi? Et on a insisté, on a insisté. Et on a eu notre rendez-vous avec mon fils et on y arrive. J'ai déjà raconté 10 fois cette histoire, alors je vais la faire courte. On y arrive et il me dit la chose suivante. Pourquoi vous voulez me voir? Moi, je peux pas vous aider, je suis pas médecin, je vous l'ai dit. Et je lui réponds, je ne viens pas vous demander de m'aider, c'est moi qui viens vous aider. Pourquoi? Parce que j'ai fait un jeûne, là je suis à mon 21e jour, j'étais décharné, je lui dis, voilà, j'aimerais vous montrer que ça marche parce que j'avais un cancer il y a 2 ans, enfin bon, etc. C'était pas il y a 2 ans, c'était 1 an à ce moment-là. Et on a parlé sympathiquement pendant 2 heures et demie et il m'a appris des tonnes de choses, en particulier que les mourants du cancer meurent très souvent, si ce n'est pas tout le temps, de dénutrition et non pas du cancer lui-même. Alors, quand il m'a appris ça, eh ben, il m'a donné des exemples, les études qui ont été faites sur les prisonniers américains par Osumi, qui est le prix Nobel sur l'autophagie en 2016, les études qui ont été faites après la guerre sur les rescapés des camps de concentration qui n'avaient pas de cancer. Pourquoi il n'y avait pas de cancer? Bon. Ils avaient hélas d'autres raisons pour mourir, mais ils n'avaient pas de cancer. Et donc tout ceci, on s'est rendu compte que le jeûne
réparer le corps. Et ceci, mais avec un défaut majeur, c'est que le corps est tellement affaibli qu'il n'a plus les moyens de prendre les nutriments dans l'alimentation qu'on avale, qu'on mange. Et donc, il faut se renutrir, je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, il faut prendre ce qu'il faut pour ne pas mourir. Le potassium, le magnésium, le sélénium, le zinc, etc., etc. Et tout de suite, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et au bout de 23 ou 24e jour, eh ben, j'avais la pêche. J'avais la pêche. Et il m'a dit aussi, ne dépasse pas 25 jours. Parce que 25 jours, tout est dit. Le jeûne a fait son boulot et ça ne sert à rien, à part de s'affaiblir, de faire plus. Alors, je vais rebondir avec 3 anecdotes sur ce que tu dis. À partir de la vision, moi que j'ai eu du jeûne dans ma formation, alors la première chose, on en parlait hors antenne, c'est qu'André Pasbeck, qui était un très grand naturopathe, qui est mort il y a une dizaine d'années, Ouais. il était hygiéniste au départ, puis est devenu naturopathe. C'était un très grand enseignant en santé naturelle. Et il est arrivé à cette conclusion, en effet, que les personnes atteintes de cancer, lorsqu'elles décédaient, souvent, ce n'était pas du cancer lui-même, des atteintes du cancer, mais c'était par dénutrition, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, en effet, de force vitale pour restituer les nutriments dans le milieu intracellulaire. Donc, la personne mourait avec d'une forme de dénutrition. Ça, Voilà. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Herbert Shelton, j'en parlais, qui a encadré 40 000 jeûneurs, lui faisait des jeûnes systématiques de 40 jours. C'était une vision extrêmement dure dans le sens où il disait si la personne ne passe pas les 4 des 40 jours, en gros, elle n'est pas apte à vivre. En gros, ça passe ou ça casse. Bref, sachant que j'ai beaucoup d'estime pour Shelton, parce que c'est quelqu'un qui est un brillant chercheur, mais il y avait une vision dogmatique. Et en France, la personne qui a amené le savoir de Shelton, il y a 2 personnes. Il y a Gérard Nizet, fondateur du Courrier du Livre, et puis du premier centre de jeûne en France, dans le sud de la France, qui a fermé d'ailleurs à la suite lorsqu'il a encadré un jeûne d'un décès. Et puis surtout Albert Mosseri. Donc Albert Mosseri, israélien au départ, né en Égypte, immigré en France, qui traduisait les premiers écrits hygiénistes qui arrivaient en France de langue anglaise à langue française. Donc c'était le grand vulgarisateur dans les années 50. Et donc lui, il s'est mis à calquer Shelton. Je raconte ça j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'histoire du jeûne en France, qui dure une 40aine de minutes, si vous voulez voir sur ma chaîne. Et donc, il a appliqué les principes de Shelton. Mais il a vu, au bout de quelques années, qu'il y avait un problème sur ces 40 jours. Et si on regarde sa littérature, il a écrit 4 livres sur le jeûne. À partir du 2, 3e, déjà le 2e, il commence à le dire, mais dans le 3e, il est très net, il a arrêté de pratiquer les jeûnes de 42 jours, donc de 6 semaines, pour les ramener à 21 jours. Et après, il appelait ça ce qu'on appelle le demi-jeûne, où il faisait manger des nutriments. Il disait, il n'y a pas besoin de beaucoup de nutriments. Lui, il faisait des jus de carottes frais, très peu, où il donnait un petit peu des rondelles de pommes. Mais il dit, par contre, il faut renutrir. À partir du 21e jour, beaucoup de personnes risquent d'être en dénutrition. Et là, soit elles mettent des années pour se reconstruire, soit il y a des atteintes graves, irréversibles, soit ça peut aller jusqu'au décès. Et donc, Mosseri, pour je ne sais pas quelle raison, mais il a eu à subir plusieurs décès dans son centre, ce qui l'a amené à avoir des ennuis de différentes manières. Et Désiré me le disait aussi, et dans son centre, donc à Lorient, il m'a dit, mais j'ai eu à mettre des gens dehors parce que il venait avec une idée dogmatique, il faut jeûner 40 jours, parce que l'idée qui dominait avant, c'était il faut jeûner 40 jours. Et il disait, là, non, tu as besoin de remanger. Les gens ne voulaient pas. Et il y a des fois même, il a dû appeler la police. Je lui ai dit, mais tu vas mourir, en fait. Toi, tu veux y aller, ta tête veut, mais ton besoin physiologique, c'est tout de suite maintenant d'avoir de la nutrition, et de la nutrition efficace. Et donc, il y a eu une séparation, un schisme un petit peu, fin des années 80-90, avec le mouvement sheltonien hyper dur, rigoriste, qui disait c'est 42 jours à l'eau ou rien. Et de notre côté, l'expérience
abouti de dire en fait, ça ne marche pas toujours et on peut se mettre en danger. Et nous, on est 30 ans après ces années 90-là. Et les gens sont toujours surpris quand ils me disent, mais là, tu me redemandes de prendre des jus, je croyais que tu étais un hygiéniste. Oui, je suis un hygiéniste, mais je suis surtout pragmatique. C'est quoi l'idée de te mettre en danger? Et malheureusement, l'état de vitalité d'un organisme, l'état de fatigue et l'état de nutrition préalable avant un jeûne conditionnent beaucoup la possibilité de conduire un jeûne à l'eau. Et donc, il faut adjoindre des nutriments. Et j'en parlais avec pas mal de médecins qui accompagnent des jeûnes. En effet, il y a beaucoup de jeûneurs qui se trouvent à accomplir un jeûne très efficace en équilibrant sodium-potassium, déjà rien que ça. Et tu dis pourtant, il y a 0 calorie là-dedans. Comment ça se fait que ça fonctionne? Eh bien parce que on va rentrer un peu, c'est la pompe au niveau cardiaque, au niveau rénal, c'est un équilibre très subtil. Et il y a beaucoup de personnes qui, par épuisement des glandes surrénales, n'arrivent pas à entraîner le système de manière dynamique pour opérer un jeûne. Donc il y a des gens, je leur dis là, tu es en train de jeûner, mais il ne se passe rien. Tu es dénutri, tu t'affaiblis, tu te mets en danger et tu peux même avoir une irréversibilité. Donc, quand je dis ça, des gens me disent mais non, le jeûne, c'est naturel, on sait tous. Je dis oui, mais on part de quoi? Non, mais c'est vraiment ça le problème. C'est que les gens ont des a priori et il faut sortir de tous les a priori. Pour revenir à moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en effet des jeûnes depuis 2 ans. Et chaque fois, j'améliore. Et aujourd'hui, en m'aidant des études de Walter Longo, que tu sais qui c'est bien sûr, en m'aidant de tout ce qui s'est passé. Regarde la cure Breuss. La cure Breuss, c'est 42 jours en mangeant ou en buvant des jus. Oui. Bon. Si maintenant tu enlèves les jus, tu as le même effet avec la moitié du temps. Mmh. Mais Ouais. maintenant, quel intérêt de prendre des jus, comme il le disait, avec de la betterave qui a du sucre? Oui. Donc, tout ça, j'irais dire, j'ai la prétention de dire que j'ai essayé d'améliorer. Et mes premiers jeûnes étaient difficiles parce que j'avais, comme tout le monde le dit, au bout de 2-3 jours, les malaises, il fallait se coucher, il fallait pas se lever, les vertiges, etc., etc. Et aujourd'hui, je fais des jeûnes sans aucun problème, une quinzaine de jours, mais je n'ai absolument pas faim ni envie de quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que j'ai découvert ce qu'a découvert bien avant moi Walter Longo. Walter Longo te vend des pilules, te vend des trucs. Bon, il diffuse comme il le veut, c'est son droit, sa manière de faire. Mais ce que moi j'ai vu qu'il ne veut rien vendre, qu'il ne veut rien faire, je vais avoir 69 ans et puis bon, j'ai envie simplement de partager ce que je fais, de m'acoquiner, si je peux parler comme ça, avec des gens comme toi, avec d'autres, pour aider, pour transmettre, pour faire connaître. Alors, si maintenant tu jeûnes, tu oublies les jus, mais ça c'est ma conception. Pourquoi? Parce que dans les jus, qu'est-ce qu'il y a? Du D'abord, il y a sucre. beaucoup trop de… Tu mets, pour faire un verre de jus, combien tu mets de légumes? C'est énorme. Et donc, tu surcharges le On est système d'accord. assimilatif. C'est énorme. Donc, si maintenant, au lieu de ça, tu les manges, tu en as moins et tu as les fibres qui vont faire que ton transit intestinal fonctionne correctement. En plus de ça, tous les 2-3 jours, quand je fais des jeûnes, par exemple, de 15 jours, maintenant, la nuit, j'ai un petit vertige. Je me lève, je cours à la cuisine, je ne cours pas, je marche. Je vais à la cuisine, j'ouvre le frigo et je mange un oignon rouge, 3 branches de céleri, etc. Et j'arrête, et j'arrête. Et le lendemain, je n'ai plus aucun vertige, je n'ai plus rien du tout. Et je peux continuer mon jeûne tranquillement. Et la découverte que j'ai faite, en fait, et j'en ai parlé à des nutritionnistes aux États-Unis qui vont totalement dans mon sens, c'est que, en fait, si tu ne donnes pas lors d'un jeûne à ton corps
le fuel, eh ben, il continue son travail d'autophagie. Il continue à bouffer ta graisse, euh, à, à, à ressortir toutes tes toxines, à tuer les cellules malades, etc., etc., parce qu'il n'a pas ces nutriments nécessaires pour l'énergie. Donc, il continue à la prendre dans la graisse. C'est pour ça que le corps est construit et c'est pour ça qu'on fait de la graisse. C'est pour la période de disette. Et à ce moment-là, eh ben, tu peux tenir, mais je ne vais pas dire ad aeternam, parce que moi, je considère que Thomas Seyfried a raison, je ne veux plus dépasser 25 jours, parce que 25 jours, je suis en pleine forme. Et la seule différence qu'avant, par rapport à avant, c'est qu'au bout de 25 jours, je refais une alimentation progressive. Ça, c'est la clinique Boehringer, tu connais Wilhelm Toledo. Voilà, Toledo. Il y a quasiment 60 ans, 1950, et je connaissais sa clinique en Allemagne parce que j'avais des amis qui étaient les parents des amis, puisque moi j'étais enfant, j'avais 8 ans. Et après, je l'ai revue à Marbella, où elle a ouvert une autre clinique, etc., etc. Mais elle avait, ce monsieur, Boehringer, Buchinger en français, avait déjà tout compris, lui aussi. Et il ne savait pas pourquoi, mais il savait que ça marche. Et aujourd'hui, les gens avec qui j'essaye de travailler, je parle en particulier le professeur Maurice Israël, m'explique pourquoi je suis vivant, mais m'explique scientifiquement. J'ai trouvé des articles sur de la FDA qui parlent de certains médicaments, certaines cellules pour les fous, le pimoside en particulier, qui soignent le cancer. Et ils ne savent pas pourquoi, mais ils l'ont adopté parce qu'ils voient que ça soigne le cancer, que chez les fous, sous pimoside, il n'y a pas de cancer. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ça à Maurice. Maurice a étudié. Il m'a dit, c'est pareil que le Litostat que lui avait trouvé. Il y a les mêmes choses. Principes actifs? Oui, les mêmes principes actifs, etc., etc. On a trouvé depuis une plante naturelle qui vient de la mer qui fait la même chose. Et aujourd'hui, par rapport à hier, c'est qu'on explique, on arrive à expliquer les bienfaits du jeûne. Et c'est ça que je me bats pour donner à la France, c'est-à-dire au ministère de la Santé, où j'ai écrit, à l'INCa, etc., etc. Mais ce qui est important, dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que tout le monde, tu m'as parlé de Pasbeck, mais Pasbeck, quand j'ai raconté cette histoire à mon ami Patrick Louis, l'espoir métabolique, c'est mon binôme, j'irais dire, en France, qui s'est entouré de pharmacologues, qui s'est entouré de biologistes pour développer son traitement, pour développer par type de cancer, contrairement à moi, qui n'ai aucune formation médicale, mais qui suit mon instinct et qui ne fait que quand je vois que j'ai besoin de quelque chose ou que mon corps a besoin de quelque chose, je me demande pourquoi. Et là, je rentre dans la partie scientifique pour comprendre et pas faire n'importe quoi. Mais par contre, je ne pourrai jamais te parler d'un autre cancer puisque je ne sais pas. Ouais. Voilà. C'est là où justement il faut faire des collaborations, des approches et puis avoir la sagesse. Je suis une marieuse. Et donc, je termine juste. Patrick m'a dit, André Pasbeck, il a retrouvé ses notes parce qu'il était élève d'André Pasbeck en 87, lui a dit ce que tu viens de dire, à savoir que les gens, phase 4, meurent dénutris et ne meurent pas du cancer. Voilà. Tout se rejoint. Tout se rejoint. Exactement. C'est que là, il faut marier la pratique et la théorie et faire fusionner ça. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire dans mon travail. C'est pour ça que mon film, là, je l'avais appelé « Le jeûne à la croisée des chemins ». C'est-à-dire, il faut qu'on se rejoigne au travers d'un objectif commun qui est de se mettre au service du patient.
et pas de dogmatisme. Et au moment où je tournais… C'est plus joli de la manière de le dire à la croisée de chemin que moi qui dis « je suis une marieuse ». C'est plus poétique, mais après, l'image Voilà. est la même. Le mariage, c'est beau, le mariage Excuse-moi, aussi. ouais, je t'ai coupé, Et, continue. et donc, au moment où je tournais le film, Walter Longo était en France pour la promo de son livre, qui est sorti en 2018. Et dans cette interview, je crois que c'était pour France Inter, il raconte une anecdote où quelqu'un en Italie, parce qu'il est originaire d'Italie, Walter Longo, le contacte pour jeûner et cette personne a une sclérose en plaques. Il fait une anamnèse rapide au téléphone et lui dit non, le jeûne n'est pas adapté, c'est pas bon. Elle décide de faire le jeûne sous l'accompagnement d'un autre médecin, mais qui n'est pas formé au jeûne comme avec l'approche de Walter Longo. Donc sur l'aspect détection des nutriments au niveau de la cellule, donc c'est-à-dire pour éviter la dénutrition. Et il raconte qu'au bout de 2 semaines, cette personne atteinte de sclérose en plaques est décédée. Alors, c'est très violent quand on entend ça au téléphone sur une grande onde, c'est-à-dire que lui, il est censé promouvoir le jeûne, le crédibiliser, et en même temps, on a l'impression qu'il se tire une balle dans le pied de manière phénoménale. Mais il ne s'agit pas d'édulcorer quoi que ce soit, il s'agit de présenter le réel. Et donc, dans la fête de présenter le réel, bien sûr qu'il y a d'immenses bienfaits dans le jeûne, bien sûr qu'il y a d'immenses espoirs, mais il y a aussi, si on arrive à avoir des effets physiologiques aussi puissants que de faire tomber un cancer stade 4, il peut y avoir des effets physiologiques extrêmement puissants pour quelqu'un qui est dénutri en situation de faiblesse organique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, partir bille en tête avec de l'idéologie de dire le jeûne c'est naturel, tout le monde peut jeûner, moi souvent ce que je dis, si tu me dis que c'est naturel, pourquoi es-tu, si c'est une femme, pourquoi es-tu allé accoucher à l'hôpital? Puisque c'est naturel d'accoucher. Donc, c'est qu'il dans certains cas, peut y avoir des risques. Il faut remercier l'obstétrique d'exister parce qu'il y a des bébés mal positionnés, il y a des mamans qui font des malaises, et que s'il n'y avait pas eu l'assistance médicale à ce moment-là, c'était dramatique. On pouvait compter 1 mort ou 2 morts. La mère de mon fils, s'il n'y a pas l'obstétricien qui l'a accouché, avait dit donc à son papa qui était là, il est probable que vous perdiez les deux, la mère et l'enfant. Si on en sauve une des deux, c'est déjà un miracle, parce qu'il y avait eu des complications. Bon, les deux ont survécu. Il a fallu 6 mois d'hospitalisation après. Mais donc, moi, je remercie la médecine obstétrique. Évidemment. J'aurais pas rencontré la mère de mon fils. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à venir au monde ou des mamans qui ont des difficultés à accoucher. Donc, on pourrait dire peut-être que 80% des femmes peuvent accoucher à domicile. Oui, théoriquement, de la même façon que théoriquement, 80% des gens peuvent jeûner sans souci. Mais qu'est-ce qu'on fait des 20%? Est-ce qu'on leur dit allez-y, c'est naturel, c'est tout bon? Eh bien, ça serait de la mise en danger de la vie d'autrui. Et tout le discours pédagogique, c'est de faire comprendre qu'on peut être à la fois dans le fait de dire prudence et à la fois d'inviter les gens ou les chercheurs à aller en direction de quelque chose où on croit fondamentalement, on l'a étudié, on l'a expérimenté, on l'a observé. Mais c'est d'avoir vraiment ce distinguo, de ne pas partir bille en tête avec un dogmatisme, surtout qui viendrait se confronter à celui que souvent on fustige, c'est-à-dire la médecine ne croit pas en ça, ils sont nuls. Nous, on peut être nuls aussi en ayant trop de militantisme en nous ou trop de croyances. Et donc, c'est pour ça que s'approcher vers des gens de bonne volonté et, comme tu le dis, marier les approches. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je suis interrogé par des quantités, des milliers, il faut bien le dire, de malades qui me demandent est-ce que je peux jeûner, est-ce que ci, est-ce que ça. Je réponds toujours la même chose. Je dis ce que moi j'aurais fait dans ce cas et je précise toujours, mais demande à ton médecin s'il n'y a pas une incompatibilité quelconque avec ce que je te propose, puisque je ne connais pas, je ne sais pas ce que tu as et je ne suis pas médecin. Et aux gens qui me disent, par exemple, voilà, je pèse 50 kilos et j'ai 1,80 m, bien sûr, je ne peux pas jeûner. Je leur dis, tout le monde peut faire OMAD. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est de grands professeurs américains. Mais quand tu es faible parce que tu n'es pas gros, qu'est-ce que tu dois faire?
tu dois manger ce qui va te faire grossir une fois par jour. Des avocats, des noix, des amandes, des olives, la salade avec une tonne d'huile d'avocat, d'huile d'olive ou d'huile de coco. Tout ce qui est gras, les poissons gras, tout ce qui peut te faire grossir. Et à ce moment-là, eh ben, ils ont une autophagie en mangeant une fois par jour et ils ne maigrissent plus. Et Oui. ça, des cas comme ça, on en connaît plein. Mais par contre, il y a des gens qui me disent, je fais exactement ce que tu fais, mais mes conditions s'aggravent, ça ne marche pas. Alors on essaye de savoir pourquoi. Et quand on essaye de savoir pourquoi, il y a toujours, oui, ben, je fais exactement ce que tu dis, mais par contre, le soir, devant la télé, eh ben, je mange un paquet de dattes. Oui. Voilà. Alors, ben, explique-toi pourquoi est-ce qu'il ne faut pas, parce que moi, je l'ai dit 100 fois, j'aimerais savoir ta position sur les dattes ou autres fruits. Bah, il suffit juste de regarder l'indice glycémique des dattes pour comprendre. Les dattes, ça pousse où? Ça pousse dans des régions arides où il y a peu de calories et peu d'hydratation. Donc, c'est utilisé essentiellement par les Touaregs et les nomades pour stocker ça facilement, de la même façon que le kéfir a été trouvé par observation parce que le lait de chèvre fermentait. Il faut se rendre compte que toujours observer un aliment où il se développe. Et vous regardez les dattiers, c'est dans le désert. Donc, on en prend quelques-unes et ça nous donne des calories pour la journée. Si on est actif et si on dépense de l'énergie. Si on est devant sa télé le soir, on va s'envoyer une dose mais énorme de sucre en étant immobile. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la date, c'est un aliment d'effort. C'est-à-dire, je vais aller courir, je vais aller faire une marche soutenue, je vais faire un effort, je prends quelques dates, ça me donne du sucre, ça me donne un afflux de sucre très puissant tout de suite. Sauf que si je ne fais pas de l'effort, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un taux de sucre énorme à gérer qui va perturber mon métabolisme, qui va me faire un pic de glycémie gigantesque et que le D'insuline. corps, et voilà, d'insuline géant. Et puis, que je vais en faire ce sucre? Bah, déjà, je vais le stocker sous forme de graisse. Et puis surtout, je vais dérégler mon métabolisme parce qu'au bout d'un moment, je vais congestionner ma cellule et le sucre pourra même plus rentrer dans la cellule et être géré correctement. Et si Donc, tu as un cancer, qui c'est qui va bénéficier du sucre, de la date? c'est la cellule cancéreuse Voilà. Et qui va s'en donc, servir comme nutriment premier. Alors que si vous faites, comme disait Guy, quelque chose qui est un peu plus cétogène, eh bien, on va dire que le corps va stocker et va déstocker au fur et à mesure. Elle va par la lipolyse et puis la néoglycogénèse transformer les graisses en sucre en fonction des besoins instantanés du corps, par exemple du système locomoteur, de nos réflexions, etc. Et donc là, on est sur quelque chose de prudent. Donc c'est la première chose à faire. Mais je vais sortir une anecdote qui est rapportée par Arnold Deret, qui est un grand accompagnateur de jeûne, pareil, d'il y a un siècle aux États-Unis, qui témoigne, qui relate qu'une personne a rompu son jeûne aux dates et elle est morte de reprise. Pourquoi? Il y a eu une hyperglycémie phénoménale et là, il y a eu arrêt cardiaque. C'est tout. Donc, ce sont des aliments, des super aliments concentrés qui poussent à des endroits précis pour des contextes précis. Nous sommes là dans l'alimentation loisir, nous sommes dans l'alimentation d'envie et puis dans l'alimentation de besoin et de subsistance. Et c'est ça le problème, c'est que l'alimentation doit aussi, et je dirais surtout, être considérée au départ comme un carburant et non pas comme un support agréable émotionnel. exactement. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je dis que je mange pour vivre et je ne vis plus pour manger. Oui. Voilà. Mais en plus de ça, pour en revenir à toutes ces personnes, souvent du Maghreb, qui c'est naturel pour eux de manger des dattes et ils n'arrivent pas à concevoir qu'il faut les supprimer. C'est quand en plus ils prennent un paquet de dattes séchées où à chaque date, eh ben, ça Il y a encore moins représente. d'hydratation. Alors, je vais raconter quelque chose qui est politiquement incorrect, mais qui est physiologiquement correct. Moi, j'ai beaucoup de personnes maghrébines qui viennent jeûner avec moi, donc on va dire plus large que maghrébines, mais méditerranéennes. Et je leur dis, le jeûne pour toi n'est pas jeûne long, est moins adapté que pour d'autres. Bon, c'est raciste comme remarque.
C'est racialiste, hein, c'est pas politiquement correct. Sauf que je leur explique, et là je m'appuie sur des travaux de biochimistes, notamment sur les travaux d'Ossine Sekiu, avec qui je collabore et dont je vais éditer le prochain ouvrage. Sauf que Ossine, il est égyptien d'origine. Et lui, il a beaucoup travaillé sur les morphotypes. Et donc, il me dit, dans le bassin méditerranéen, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de cas de diabète que d'autres endroits du globe. Donc lui, il est laborantin, biochimiste, nutritionniste. Il a étudié pourquoi. Et il s'est rendu compte qu'il y avait les glandes surrénales chez les personnes du bassin méditerranéen fonctionnent différemment. Elles produisent moins de cortisol, par exemple. Mais avec quoi est en relation le cortisol? En relation directe avec l'insuline. Donc l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Donc c'est-à-dire que vous avez, si vous êtes autour du bassin méditerranéen, généralement maghrébin, une moindre adaptation à gérer le sucre dans le sang par ce déficit, notamment au niveau des glandes surrénales. Ce qui veut dire que vous êtes plus impacté par le sucre. C'est pour ça qu'on voit une flambée de diabète chez ces personnes-là. Mais après, si on l'applique, les glandes surrénales, elles régulent tout un tas de processus physiologiques au niveau des reins. Et c'est pour ça que moi, je me posais la question pendant longtemps, mais pourquoi les personnes du bassin méditerranéen et les maghrébins spécifiquement ont beaucoup plus de cas de dialyse que les autres? Eh bien, l'explication, elle est celle-ci. Et donc, la nature étant parfaitement bien faite, quand on parle de jeûne au bassin méditerranéen ou personnes qui sont à dominante musulmane, qu'est-ce que c'est que le ramadan? C'est un jeûne intermittent. C'est-à-dire que, eh bien, par empirisme, oui, jeûne intermittent à dévoyé. plage horaire inversée. Hein, dévoyé, malgré tout. Parce que le soir, c'est la grosse bouffe, alors qu'il faudrait rester raisonnable. Alors moi, j'ai une vidéo qui date d'il y a 2-3 ans sur ma chaîne YouTube où je parle du ramadan. J'appelle ça un ramadan physiologique et hygiéniste. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui, eux, perdent du poids pendant le ramadan. Mais je connais aussi des musulmans qui déclenchent du diabète pendant le ramadan. Parce que du coup, tu fais une privation stricte en période diurne, et la période nocturne, tu es avec la famille et tu vas manger 4000 calories. Et tu es sédentaire, évidemment, ça va déclencher des problèmes métaboliques, c'est évident. Mais il y en a d'autres qui vont aller vers une restriction, puis une justesse. Alors c'est pour ça que si ça vous intéresse, si vous êtes musulman, je vous invite à écouter cette vidéo, parce que je détaille de manière vraiment physiologique ce qui se passe, comment on peut adapter, comment on peut rompre le jeûne diurne, etc. Et donc, moi, j'échange beaucoup avec des musulmans pour essayer de trouver de l'info, parce que le but, c'est de la transmettre au plus large public possible. Mais avec cette approche-là, donc, on voit qu'il y a plus de réceptivité au sucre et qu'il y a une capacité moindre à jeûner long. Et donc, il faut en tenir compte lorsqu'on accompagne des personnes. Il y a des critères physiologiques, ethniques. De la même façon que les personnes d'origine subsaharienne ont beaucoup plus de carences que les autres au niveau du fer. Il y a un métabolisme du foie qui se fonctionne différemment. Et vous avez la même chose au niveau du système hormonal chez les Asiatiques. Et donc, la couverture du livre qu'on avait fait au COSIN, j'avais fait 6 personnes avec des tempéraments différents. Quelqu'un qui est un peu bien portant au niveau physique, mais d'origine asiatique, quelqu'un qui est filiforme, quelqu'un qui est un peu gras, quelqu'un qui est trop sec, quelqu'un qui a des petits os, pour dire en fait on est tous différents, et chercher un régime unique à l'humain, c'est se tromper intégralement, c'est impossible. Et donc tout doit être pris au cas par cas, et quand les personnes te contactent, on peut juste dire je ne sais pas ou ça dépend. Et en fait, c'est pas qu'on veut pas répondre, c'est parce qu'on essaye de faire de l'honnêteté intellectuelle, et toute personne qui vous dit eh bien la vérité c'est ça, il faut fuir en courant, en claquant la porte. C'est de la méconnaissance ou du mensonge. Effectivement. Et maintenant, quand tu dis que c'est du racisme, ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est des générations et des générations d'un type d'alimentation qui a fait une transformation chez ces personnes. Quand tu manges d'un certain type de nourriture, il y a quelques modifications dans ton corps. Regarde par exemple ce que dit Courtney pour Okinawa, pour les Japonais. Regarde ce qui se passe au Japon. On te dit les Japonaises, elles n'ont pas de cancer, elles sont en bonne santé. Elles arrivent aux États-Unis, elles attrapent les cancers pareil. Pourquoi? C'est l'alimentation. C'est la loi de l'épigénétique.
Ben, C'est bien sûr, c'est l'épigénétique et l'adaptation. l'épigénétique. On est d'accord, c'est Ben, de toute façon, vous l'épigénétique. prenez la France. Là, c'est la France qui fait 1000 km pardon, de long. Nord-Pas-de-Calais, 90% des personnes ont de la lactase. C'est-à-dire ils ont développé une enzyme pour digérer le sucre du lait, des Ouais. produits laitiers. C'est une adaptation physiologique. 1000 km plus bas, région PACA, 85% des gens sont intolérants aux produits laitiers, n'ont pas de lactase. Donc, dans un même pays, donc les recommandations nutritionnelles de dire manger 3 ou 4 produits laitiers par jour vont être moins, parce que je ne vais pas dire mieux, hein, parce que là on parle de produits laitiers quand même, Bien et sûr. donc je ne vais pas faire le cours sur les produits laitiers, mais vont être plus dommageables à un endroit, dans le sud, qu'à un autre. Et ça, c'est une Voilà. adaptation physiologique par mutation génétique. Ce qui ne dit pas que c'est bien. De la même façon qu'on sait qu'il y a des codons dans l'ADN, donc c'est-à-dire des éléments structurants qui sont inhibés ou activés. On sait que depuis les années 80, il y en a qui sont activés chez les enfants pour digérer la junk food, Ben donc oui. c'est-à-dire l'alimentation raffinée et industrielle. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette adaptation qu'elle est bonne, c'est qu'il y a une tentative du corps de s'adapter. Vous respirez des trucs toxiques, votre système respiratoire va s'adapter. Vous mangez des trucs toxiques, l'humain, enfin le vivant au sens large, que vous preniez des végétaux, des animaux ou des humains, ça tente de s'adapter en permanence pour survivre et perpétuer l'espèce. Et donc, dans ces tentatives d'adaptation, vous allez avoir des mouvements biologiques et physiologiques comme la production de certaines enzymes, le développement de certaines hormones, des inhibitions, des surproductions, etc. etc. Et donc, quand vous voyagez, vous le voyez bien, il y a des personnes qui sont absolument tolérantes à cette eau ou cette épice-là, puis d'autres qui vont la rejeter totalement. Et ça, c'est le critère d'adaptation. Et plus on étend notre adaptabilité, plus on est en santé. Mais il faut partir du constat que d'un point de vue géographique et ethnique, il y a des disparités, donc on ne peut pas faire un mimétisme. Et là, on rentre dans la pensée unique et dans le séparatisme, alors qu'en fait, il faut avoir une vision structurante, un peu comme le propose Edgar Morin, avec la pensée complexe, de se dire, mais en fait, un humain, c'est très complexe, c'est très large, et on ne peut pas réduire la santé en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est à tel endroit, à tel instant précis, pour telle personne, qu'est-ce que ça peut déclencher comme effet? La vraie question, les vraies questions, elles doivent demeurer celles-ci, et puis ensuite on trouve son chemin. Et comme toi tu le fais, la santé, ça s'apprend, c'est un long processus, et c'est déjà de la déconstruction avant de reconstruire. Et pour en revenir et pour en terminer simplement avec les Maghrébins, eh ben, écoutez vos médecins, vos grands médecins qui vous disent arrêtez de bafrer le soir du Ramadan. Ah C'est oui, eux qui le disent, c'est pas moi. ouais, Alors, euh, voilà, c'est tout. Il faut, comme tu viens de le dire, il faut respecter son corps. Tu ne l'as pas dit de cette manière, mais c'est ce que ça voulait dire. bien Il sûr. faut respecter son corps. Il faut lui donner ce qu'il a besoin en évitant tout ce qui est malsain. Et là, on a gagné. Mm. Il y avait une chose que j'ai tenté de faire dans mon film. Il y a un prêtre catholique, Jean-Luc Souffeton, qui accompagne des sessions de jeûne, qui est quelqu'un d'incroyable. Et au départ, mon souhait dans le film, c'était de mettre un rabbin, un prêtre, un imam, un sadou. Donc 4 religions qui parlent du jeûne. Et c'était symbolique, c'était justement en appelant la croisée des chemins, c'était de dire, théoriquement, tu réunis ces gens-là, on va avoir des critères de séparation. Qu'est-ce qui les réunit? La spiritualité, bien sûr, mais le jeûne. Les hindous jeûnent pendant les Kadashi, les juifs jeûnent pendant Yom Kippour, les musulmans pendant le Ramadan et les chrétiens pendant le Carême. Théoriquement, tout ça, c'est théoriquement. Eh bien, c'était de dire pourquoi nous faisons ça, qu'est-ce que nous observons, et à chaque fois, on voit que les gens de spiritualité sont aujourd'hui raccordés à des médecins pour être au plus juste dans l'accompagnement de leurs fidèles, pour leur donner des bonnes informations, pour pas qu'ils mettent leur corps en santé. Et ça, on le voit, tu as bien fait de le préciser, et c'est super. Et donc, moi, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, c'est très compliqué de réunir tout le monde, puis pendant un tournage, enfin voilà, mais j'ai ce projet-là en tête, qui est toujours en tête depuis 2 ans, c'est de dire, si on arrive à le faire là, avec ce mouvement-là de gens qui apparemment sont séparés, on a gagné aussi. Mais j'ai conservé Jean-Luc Souffeton qui a une vision œcuménique et qui, lui, accompagne des stages de jeûne où il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des chrétiens. Bref, il s'en fout tant que la personne veut travailler sur elle-même.
et a une vision de la vie d'accepter l'autre dans sa différence. Pour lui, ça lui va. C'est une personne incroyable. J'ai une interview sur ma chaîne d'ailleurs avec lui, et c'est une personne qui a un cœur immense. Et lui, ce qu'il rêve de faire, c'est de faire un séjour de jeûne à Jérusalem, en intégrant des juifs, des musulmans, des chrétiens. Et quel plus beau symbole de paix que de vouloir faire ça. Et puis de dire, on va travailler sur le corps, et puis avec tout ce qu'il y a de complet, de complexe dans le vivant. Et donc, moi, ma vision, elle rejoint celle-là. Bon, je ne suis pas un homme d'église, mais par contre, c'est de dire, rapprochons-nous, toute personne de bonne volonté, chirurgien, biologiste, comme tu disais, bien sûr. chercheur, responsable d'université, responsable de ministère, mettons-nous au service de la connaissance et du patient qui en a besoin, parce que pendant qu'on tergiverse, eh bien, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui décèdent. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'y crois. Je crois vraiment que cette époque qu'on vit, elle va voir surgir des mouvements collectifs inédits par la nécessité. Parce qu'il y a une forme de pensée unique qui s'installe à différents niveaux, et puis que ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est la multiplicité des différences. Évidemment, tu sais, je dis toujours, ceux qui sont bornés, ceux qui disent, qui rejettent, et des fois dans les commentaires, j'en ai qui disent ouais, les médecins, ils pensent qu'au fric, c'est des salauds, etc., etc. Et je réponds, au Moyen-Âge, on vivait 30 ans. Aujourd'hui, on vit 80 ans, 90 ans. Grâce à qui? Grâce à qui, si ce n'est pas la médecine? Alors, maintenant, qu'il y ait des abus, ce n'est pas la médecine qui fait les abus, c'est bien Big Pharma qui impose. Bon, là, je dépasse de… Non, c'est important. Et moi, je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai 2 amis médecins proches, très proches. Il y en a une qui est au SMIC et l'autre qui gagne 1 400 €. Pourquoi? Entre 45 et 60 minutes par patient. Donc, on va pas les accuser, elles. Moi, c'est des amis intimes, hein, ce n'est pas des connaissances ou des potes, c'est des amis intimes. Donc, je sais. Donc, des médecins dévoués, j'en connais. Des médecins qui abusent pas et au contraire qui se font taper sur les doigts parce qu'ils se font convoquer par la caisse d'assurance maladie parce qu'elles ne prescrivent pas assez d'antibiotiques. Puis elles disent, oui, mais c'est parce que je prends 45 minutes à 60 minutes avec chaque patient pour faire de la médecine de terrain, ce qui fait qu'ils ne développent pas d'infection et du coup, je n'ai pas besoin de leur prescrire des antibiotiques. Donc, c'est une vision réelle, intégrative de l'humain. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, là où j'ai constaté le plus d'abus, de malhonnêteté, c'est plutôt dans l'approche des médecines dites naturelles ou alternatives. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Nous sommes aussi des charlatans ». J'avais bien mis « nous » et pas « il » ou « vous ». C'est « nous ». Et il y a des alors, choses… qu'est-ce que je fous avec toi? Qu'est-ce que je fous avec toi alors? Oh, parce que toi, déjà, toi, tu es clair, et puis tu le dis, puis tu fais pas… On sent que toi, tu as sauvé ta peau, et tu sais que si tu n'avais pas eu d'information, tu serais mort. Absolument. Donc, tu te sens quelque part une mission, investi de quelque chose, il faut que je transmette. Parce que si tu sauves une personne ou 2, c'est énorme. Si tu évites la souffrance, si tu évites la solitude, si tu évites la perdition, on a une responsabilité collective partagée, sans se prendre pour un sauveur. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est important, c'est fondamental. Et moi, je m'associe avec toute personne de bonne volonté qui n'a pas d'arrière-pensée. C'est pour ça que ma maison d'édition, elle est pluridisciplinaire et que je vais plutôt sur le fond et l'essence de la personne plutôt que d'avoir tel ou tel rayonnement. Parce que derrière des apparences, souvent, il peut y avoir beaucoup de marketing, beaucoup d'esbrouf et beaucoup d'arnaques et d'abus et pas de croyance, pas de cœur. Mais ça, on le retrouve partout, que ce soit dans le milieu alternatif et dans le milieu de la médecine. Et peu importe, c'est un problème humain. L'ego, l'orgueil, la vanité, l'avarice, c'est un problème humain. Alors, dès l'instant qu'on va déléguer du pouvoir à quelqu'un, ça peut lui faire tourner la tête. Les endroits où il y a le pouvoir, on va retrouver plus de personnes qui sont proches de un peu de la manipulation. C'est comme ça, c'est un phénomène humain. La plupart d'entre nous,
ne recherchent pas le pouvoir, ne recherchent pas l'emprise. Mais il y a des personnes, que ce soit dans l'approche alternative ou dans l'approche médicale, qui recherchent ça. C'est vrai qu'on a délégué beaucoup de pouvoir à la médecine, qui fait que on va retrouver des profils où il peut y avoir de l'abus. Mais encore une fois, pour côtoyer ce milieu de très près, je ne stigmatiserai jamais qui que ce soit ou quoi que ce soit. Par contre, comme tu l'as dit, il y a des conflits d'intérêts, il y a des lobbies, il y a des pressions et des enjeux financiers qui sont tels que pour avoir une information, il faut chercher beaucoup. Et puis, je pense que cette crise sanitaire qu'on vit met cela à jour en disant le conseil scientifique qui conseille le gouvernement a été rétribué l'année dernière à hauteur de 450 000 euros par les firmes pharmaceutiques. Ça, c'est officiel. On peut se dire, est-ce que ça influe sur la politique sanitaire? Je crois que le scandale du Remdesivir, là, est assez éloquent. C'est que l'Europe en a acheté pour 1,5 milliard € de doses, alors que l'OMS vient de reconnaître qu'il était inefficace et dangereux parce qu'il provoquait 10% de décès. Mais les doses ont été achetées. Donc, et sachant que c'est un médicament qui essaie d'être fourgué partout depuis 20 ans pour à peu près n'importe quoi. Donc, on voit qu'il y a des choses à l'œuvre, il y a un fric fou à se faire là-dedans, mais ce n'est pas la totalité de la médecine. Il faut vraiment sortir de ça. Il y a des gens qui sont au service, il y a des gens qui sont dans l'amour et dans l'humain, et puis il faut leur donner le champ. Je pense qu'on le voit beaucoup et que cette crise est aussi révélatrice de cela, de problématiques systémiques et en même temps de belles personnes qui jaillissent en disant nous, on veut faire quelque chose d'humain et d'intégration. Et là, je te répéterai à nouveau ce que m'a dit Thomas Seyfried. Il m'a dit, et il le dit dans ses conférences, la médecine, pour ou contre, le cancer, c'est la seule médecine où on te donne des produits qui sont plus toxiques que le cancer lui-même. Alors ça, Hippocrate, ne pas nuire, on en est très très loin. Oui, puis il y a une problématique, c'est qu'une chimio, pour un fabricant, c'est une bascule de fois 40 au niveau de la marge. Oui, Trouver des activités économiques où on fait des marges à 40. Oui, mais exactement. Et surtout, vente obligatoire parce qu'on a comme revendeurs les millions de médecins, de cancérologues à travers le monde à qui on a appris que hors chimio, il n'y a rien. Aucune possibilité de survie. On est d'accord. On est d'accord. Donc, il y a un vrai problème systémique, il y a un vrai problème de croyance. Alors maintenant, Big Pharma, c'est une société commerciale. Elle fait son boulot. Elle essaye de promouvoir son produit comme un type je suis un passionné d'appareils photo, le type qui fabrique un appareil photo merdique, il va toujours dire que c'est le meilleur et il va essayer d'en vendre. Big Pharma fait pareil, mais c'est à qui de faire attention, c'est à qui de ne pas tomber dans le piège. C'est bien les médecins, c'est les médecins les responsables. Big Pharma fait son boulot, c'est nos ministères qui sont responsables, c'est pas Big Pharma. C'est ça, eux c'est une entreprise privée qui est là pour faire du bénéfice. Du fric. De toute façon on le voit, on l'a vu avec le scandale là, du vaccin contre le Covid de Pfizer, c'est au moment où il y a l'annonce qu'il est efficace à 95%, on ne sait pas efficace pourquoi, l'action s'envole et le PDG vend 60% de ses actions, il se fait 4 milliards de bénéfices. Voilà. Non, pas 4 milliards, 4 millions d'euros. 4 millions, je crois. Enfin bon, énorme. Enfin, un truc qui n'a pas de sens. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, si tu regardes, la bourse pour les grandes firmes, depuis mars, ne fait que monter. Donc, c'est-à-dire l'économie réelle s'effondre, mais l'économie boursière des firmes pharmaceutiques monte. Et donc, il y a une question à se poser, c'est que comment on peut… tout le monde développe Moderna, développe un vaccin. Puis ils sont en train de dire oui, il marche bien, mais il faudra quand même continuer de barrière et ça ne protège pas vraiment du virus. Donc ils se rendent compte que. Et puis il faut le mettre dans le frigo, parce que comme ça, si on ne l'a pas mis dans le frigo à 70 degrés, à moins 70, ce sera la raison pour laquelle ça ne marche pas. La chaîne du froid, elle a été interrompue. Et donc, oh là là, vous êtes mort, mais ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'il était à moins 67. C'est ça. Mais ça, c'est moi, je trouve, tu as raison, dans une économie très cynique, une société privée, elle est là pour fourguer de la cam.
Et là, pour fourmiller de la camelote. Donc, en temps de crise, tu y vas, tu fais du profit sur les masques, tu fais du profit sur les lingettes, tu fais du profit sur les gels hydroalcooliques. On fait du fric, quoi. Et donc, un fabricant de vaccins, il est là pour vendre des vaccins. Il n'est pas là pour sauver des gens. Il n'y a pas de vision philanthrope dans l'économie. C'est froid, c'est dur, Évidemment. c'est agressif. Et donc, ces gens-là, ils se positionnent parce qu'il y a un marché de 7 milliards d'individus. C'est comme c'est comme le blé ou le maïs ou le riz, c'est-à-dire c'est des mouvements, des flux d'argent qui sont colossaux, qui dépassent l'entendement. Et donc, ces Et, gens-là, aujourd'hui, il y a un business qui ouais. s'ouvre, ils s'engouffrent dedans, et puis si le tour de passe-passe est fait, tant mieux pour eux. Enfin, eux, ils raisonnent comme ça, ils ne raisonnent pas en Ah termes de ouais, santé publique. exactement, Donc, exactement. comme tu dis, eux, ils sont en proposition. Voilà. Ils proposent Les un produit. responsables, c'est pas eux. Eux, ils Ils font leur proposent un boulot. produit. Voilà, ils font leur boulot. Après, il y a un intermédiaire entre la proposition et nous qui devons accueillir, c'est les entités élues ou auto-implémentées qui doivent faire le pont et valider quelque chose qui est proposé et qui parle à l'industrie et qui peut être proposé ou imposé au grand public. Et c'est là, et donc c'est pour ça que je dis que c'est plus un problème systémique que sanitaire presque. Mais Absolument. c'est à qui on délègue notre voix, à qui on fait confiance et comment on s'autonomise pour ne pas être dans la peur. Et je pense que la médecine intégrative est la meilleure réponse par rapport à ça. Moi, je suis extrêmement et fondamentalement optimiste parce que c'est tellement criant d'absurdité ce qu'on traverse qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est Et puis plus que que jaillira de client. belles collaborations. Ouais, c'est plus qu'absurde, c'est incompréhensible. On est d'accord. Alors, ça fait quasiment, ça fait 1 heure Voilà. qu'on échange. On avait un Alors, projet avec toi, Guy, c'était de faire une FAQ, parce qu'on nous pose beaucoup de questions à tous les deux. Toi, tu reçois beaucoup de mails, moi pareil. Eh bien, on vous invite à laisser en commentaire des questions. On va les regrouper et on fera une vidéo de nouveau les deux, où on répondra à ces questions en les groupant par thématique. Et ça nous donnera l'occasion, par rapport à ce qui revient régulièrement, de vous informer. voilà, de vous informer efficacement, de vous donner des références. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui sera sympa à faire pour nous, et puis surtout qui sera très utile pour vous plutôt que de nous de répondre. Moi, je sais que j'ai même plus le temps de Moi répondre. non plus. Donc au moins pendant une vidéo, parce que les questions sont souvent les mêmes, on donne des pistes avec qui dans nos vidéos respectives, puis celles qu'on fait là, comme là en commun. Mais voilà, si ça peut faire gagner en efficacité pour tout le monde, ça serait pas mal. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on y répondra Voilà. avec joie. Alors, à mes abonnés, remettez les questions que vous me posez sur Facebook. Je ne réponds jamais sur les deux Facebook parce que je n'ai pas le temps. Je réponds sur survivre au cancer@gmail.com et c'est le seul endroit où je réponds. Autrement, c'est pas possible. Je clique sur les commentaires aussi. Je réponds quand c'est ou je fais un live après pour quand j'ai regroupé, comme Fabien vient de le dire, une quantité de questions. Mais là, je pense que c'est l'opportunité, les amis. Vous mettez toutes vos questions en commentaire et avec Fabien, on vous répondra et on adjoindra, si tu en es d'accord, mon ami et mon binôme Patrick Louis, qui lui, c'est lui qui s'occupe de toute la partie scientifique de ce que notre team essaye de faire. Super. Essaye, fait, Fait. non pas Non, essaye. on n'essaye pas, on est dans l'action là. Voilà. Voilà les amis. Eh ben, écoute, Fabien, tu veux conclure? Prenez soin de vous, prenez le temps, restez en lien avec vos proches et nourrissez-vous de belles choses, belles informations, de belles inspirations. Et puis, à très vite. Et moi, comme conclusion, je vous dirais, si vous faites ce qu'on vous dit, c'est-à-dire sans être sectaire, il n'y a pas qu'un chemin dans la guérison du cancer. Mais le plus important, ce qui est commun à tous les cancers, il est là, le mental. Vous allez survivre parce que vous le voulez. Et quand on veut, on peut.
Voilà. À très vite. À très vite. Merci les amis. Au revoir.